monde. Merci d'être venu. Alors, avant de présenter la conférence, les petites nouvelles routinières. D'abord, la prochaine conférence qui aura lieu, si mes souvenirs sont exacts, le 12 mai, c'est Véronique Thuin qui nous parlera des exilés politiques à Nice. Quant à l'AG, l'Assemblée Générale des Amis de la Liberté, se tiendra le lendemain, le 13 mai, au local de la FSGT, rue Smollett à Nice, mais tous les membres de l'association recevront, qui sont cordialement invités d'ailleurs, recevront l'invitation. Alors, parmi les nouveautés aussi pour nos séminaires, l'année prochaine, nous commencerons un cycle de 3 ans de séminaires qui portera de la pensée marxiste depuis Karl Marx jusqu'à Gramsci et Lucien Sèvres. Pour terminer, les petites remarques habituelles, routinières, devrais-je dire, attention à vos téléphones qui ne s'enrhument pas, et d'autre part, vous savez que nous avons des frais pour le vigile, etc., qui nous est imposé, donc nous comptons sur votre générosité en sortant. Alors pour le reste, j'ai posé mon papier. Oui, alors, je vais chercher l'adverbe. Nous sommes particulièrement satisfaits de la venue de Pierre Villard aujourd'hui pour vous parler du mouvement de la paix et des risques de guerre nucléaire. Alors pourquoi particulièrement l'école. Pourquoi particulièrement? Parce que d'habitude, nous sommes toujours ravis d'avoir des conférenciers. Mais là, c'est parce que ça fait quand même 1 an que nous l'attendions. Déjà l'année dernière, nous voulions organiser une rencontre une conférence avec Pierre Villard, puisque c'était l'anniversaire du traité de non-prolifération nucléaire, mais avec le Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc cette année, hélas, les événements d'Ukraine nous donnent l'occasion de remettre sur le tapis ces questions de guerre nucléaire, qu'on avait un peu oublié d'ailleurs, parce que depuis Cuba, depuis Suez, etc., on s'était habitué à, bien sûr, l'existence de bombes atomiques quelque part dans la nature, mais on ne pensait pas que quelqu'un pourrait avoir l'occasion de s'en servir. Et c'est un peu le cas, hélas. Enfin, ça risque d'être le cas. Alors, je ne vous présenterai pas trop Pierre Villard, qui dans le civil est enseignant, il est chef d'établissement. Dans l'invitation, dans la notice que nous avons envoyée pour présenter la conférence, on vous parler un petit peu de lui, de ses responsabilités. Je vous parlerai plus du mouvement de la paix. Tout le monde sait un peu ce que c'est que le mouvement de la paix, mais il faut peut-être rentrer un peu dans les détails. Alors les détails, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, une société d'éducation populaire, comme nous, à but non lucratif, et dont la mission, c'est promouvoir la paix, le désarmement, viser à l'interdiction des armes nucléaires, mais aussi de la fabrication, de la prolifération, de la vente de toutes les armes possibles et imaginables. Donc, une maison sérieuse, auquel vous pouvez adhérer sans crainte, après avoir payé vos cotises aux Amis de la Liberté, bien entendu. Si vous voulez en savoir plus, je pense que dans le débat, on aura l'occasion d'en parler, de poser des questions. Et je vais arrêter là et laisser la parole à Pierre Villard, qui va vous déflorer son sujet. Merci. Alors, pour des questions de commodité, je vais rester assis. Pour le débat, peut-être que je me mettrai debout. Je préfère être debout, en général, c'est plus convivial. Mais bon, pour les questions techniques, c'est quand même plus facile d'être assis. Voilà, donc moi, ce soir, je ne vais pas vous parler du mouvement de la paix en long, en large, en travers, parce qu'il faudrait peut-être un cycle de 3 ans. Voilà. Voilà, moi, ce soir, je suis venu vous parler, en fait, de comment faire pour éliminer les armes atomiques. Ce qui est déjà un sujet, en 1 heure, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, il y a un petit moment que j'aurais dû venir. Je crois même que ça fait plus d'1 an, la première date. Je crois qu'on n'est pas loin des 2. Mais bon, peu importe. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Je remercie le mouvement de la paix de vous avoir fait cette proposition que vous n'étiez pas obligé d'accepter non plus, mais que vous avez accepté. Voilà. Donc effectivement, malheureusement, l'actualité remet sur le tapis le fait que les armes nucléaires, c'est quelque chose non seulement qui existe, mais qui peuvent être utilisées. Et beaucoup de nos concitoyens, finalement, ne savent pas trop de quoi il s'agit et ne connaissent pas trop non plus, finalement, tous les outils que nous avons à notre disposition pour nous en prémunir et pour arriver à leur élimination.
parce que c'est pas tout de connaître les dangers et de tout savoir sur une arme nucléaire, comment ça marche, comment ça coûte et tout ça. Mais le but, enfin en tout cas pour moi, mon objectif d'être humain, c'est de m'en débarrasser. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la menace, c'est que ce soit les armes nucléaires qui se débarrassent de nous. Et donc, mon objectif à moi, c'est de me débarrasser des armes nucléaires avant que ce soit elles qui nous éliminent. Alors, avant d'aller plus en avant, je voudrais aborder rapidement un sujet très d'actualité, qui est celui de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que dans quelques jours, on va être amené à élire notre président de la République. Et celui ou celle qui sera président de la République sera aussi là où le chef des armées, avec le pouvoir quasi exclusif d'utiliser ou pas l'arme atomique. Et c'est pour ça que je fais ce lien avec l'élection présidentielle, non pas pour vous dire ce que vous devez faire, hein, ça ne fait pas partie du sujet du débat, mais pour rappeler que quand on élit un président de la République en France, on élit aussi celui qui, malheureusement quasiment tout seul, peut avoir la possibilité d'engager l'arme nucléaire. J'ai envie de dire que pour une fois, c'est un sujet qui n'a pas été complètement escamoté dans la campagne politique du premier tour. Si vous avez regardé les débats à la télé, vous avez vu que cette question de l'arme atomique, elle est plusieurs fois arrivée, que la campagne à Cannes, dont je suis un des co-porte-parole, a plusieurs fois été abordée avec des cartes, des références. Hein. On a essayé de mettre en difficulté Madame Hidalgo, par exemple, parce que Paris a signé l'appel des villes de Haïkan, et donc qu'une candidate à la présidence puisse dire qu'il faille plus l'arme nucléaire, ça apparaissait non sérieux, voilà. Mais quand d'autres comme Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon, eux aussi, sur les plateaux télé, sont allés jusqu'à dire qu'il fallait éliminer l'arme nucléaire et tout ça, du coup, ces questions-là sont devenues un peu plus sérieuses parce qu'il y avait du coup plusieurs candidats qui abordaient ce sujet. Bon, ça nous a aussi montré malheureusement que le monde politique ne sait pas grand-chose du sujet finalement, mais qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont au moins le mérite d'essayer d'en parler, hein, et on peut espérer qu'avec le temps, ils en sauront un petit peu plus, mais c'est normal qu'en tant que spécialiste, on en sache plus que les gens qui sont moins spécialistes. Alors, l'arme nucléaire, ce qui fait sa force actuellement, c'est bien justement qu'elle est ancrée dans la tête des gens. En tout cas d'un certain nombre de gens, et de trop de gens. Et que comme toutes les décisions, de toute manière, c'est toujours dans la tête qu'elles se prennent. Et que, d'ailleurs, le préambule de l'UNESCO dit c'est dans la tête des hommes que naissent les guerres, c'est dans la tête des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. Et donc ça, j'ai envie de le rappeler assez vite en début de conférence, c'est que tout choix qui est fait, il est toujours le résultat de femmes et d'hommes qui, à un moment donné, prennent une décision. Et évidemment, cette décision, elle dépend de plein de choses, elle dépend d'un rapport de force, elle dépend d'un contexte qui peut être politique, économique, culturel, social, enfin... Et donc, on peut toujours agir sur le contexte, et on peut toujours agir sur la décision. Et quand, à un moment donné, une décision est prise, et qu'elle ne nous satisfait pas, eh bien, à nous de faire en sorte de la changer. C'est ce que m'avait dit l'ambassadeur de France à l'ONU à un moment donné que j'encadrais une grosse délégation, qui m'avait dit écoutez, monsieur Villard, la balle est dans votre camp, si vous voulez plus qu'il y ait l'arme nucléaire, vous avez qu'à convaincre les citoyens français qu'il faut s'en débarrasser. Banco, monsieur l'ambassadeur, nous allons tâcher de convaincre les citoyens français qu'il faut se débarrasser de l'arme nucléaire, ce qui est d'ailleurs le cas, puisqu'aujourd'hui on a une majeure partie des citoyens qui pensent que la France devrait s'engager dans les processus internationaux d'élimination des armes nucléaires, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, cette arme nucléaire, elle est dans la tête d'un certain nombre de gens, et depuis qu'elle existe, elle s'est nourrie de fantasmes, de supputations, qui sont devenus donc ce que j'appelle les fondements d'une croyance. La croyance de l'indépendance, voilà, comme si l'indépendance de la France était liée à l'arme nucléaire. Ah bon? Heureusement que la grande majorité des États de la planète qui n'ont pas l'arme nucléaire sont aussi indépendants. Alors plus ou moins que nous, mais certains plus, en tout cas. La question de la dissuasion. On voit bien que ça marche vachement aujourd'hui avec les Russes, la dissuasion nucléaire. Hein.
et la notion d'assurance vie. C'est-à-dire, en gros, ça serait notre sécurité, notre assurance vie. Donc ça, c'est des choses que je vais essayer de déconstruire. Hein, de déconstruire. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, bon maintenant malheureusement il est décédé il y a quelques mois donc vous ne le rencontrerez plus, mais Paul Quilles, qui a été ministre de la Défense et qui a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup milité. On ne militait pas au mouvement de la paix, mais parce que dans la fin de sa vie, il était fortement impliqué pour l'élimination des armes nucléaires. Et M. Quilles insistait beaucoup sur cette notion un peu religieuse qu'il y avait autour de l'arme nucléaire, de la notion de divinité, de glorification. Et il y a effectivement un certain nombre de politique. Alors je dis politique parce que, et peut-être ça viendra dans le débat, je pense qu'il faut qu'on différencie les politiques et les militaires. C'est-à-dire les gens qui prennent les décisions, c'est les politiques. Les gens qui les appliquent, c'est les militaires. Hein, voilà. Mais c'est pas les soldats qui décident de faire la guerre. Les soldats, ils la font. Alors maintenant, ils décident d'en faire leur métier, donc on peut effectivement leur reprocher. Hein. Mais en tout cas, ceux qui prennent les décisions, c'est des ministres, c'est des présidents de la République, c'est des assemblées nationales. Hein. C'est même pas des généraux. Le général, il prend la décision de comment est-ce qu'il déploie son armée, les choix qu'il fait, mais en application de choix qui sont faits d'abord par les politiques. Et alors, autour de l'arme nucléaire, il y a aussi quelque chose qui est assez qui est à prendre en compte, c'est la notion de consensus. Et souvent, on nous interdit le débat en considérant qu'il y a consensus. Tout le monde serait d'accord. Bah, ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Tout à l'heure, j'en ai parlé, on l'a vu au moment du débat sur les élections présidentielles, il y a des différences, il y a des clivages, et les clivages ne sont pas obligatoirement liés à des clivages d'ordre politique. Par exemple, vous avez une partie importante des socialistes qui défendent la notion de force de frappe. Paul Quilles a été au Parti socialiste jusqu'à la fin de la vie et ça ne l'a pas empêché d'agir fortement pour l'élimination de l'arme nucléaire. Rocard, c'est assez rapidement, non. Dans la deuxième partie de sa vie, parce que assez rapidement, il va avoir 60 ans, donc c'est pas assez rapide, hein, c'est engagé pour l'abolition de l'arme nucléaire. Un gars comme Morin, qui est président du conseil régional, un centriste qui est président du conseil régional de Normandie, et pour l'abolition de l'arme nucléaire. Donc aujourd'hui, mais c'est normal, quand vous avez 80% des Français qui sont pour l'abolition de l'arme nucléaire, ben évidemment, dedans, on retrouve des gens... Enfin, le clivage n'est pas lié à des appartenances ou à des choix politiques. Voilà, donc en fait, tout ça, il y a des choses en fait qu'il faut déconstruire dans le débat qui apparaît comme public, notamment par les médias. Hein. Et donc vous avez un Britannique qui s'appelle Ward Wilson, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si les armes nucléaires ne servaient à rien », qui s'attache à déconstruire un certain nombre de mythes, donc les mythes que j'ai mis sur le diaporama, là. Le fait que l'arme atomique stopperait et empêcherait la guerre, que sa puissance en ferait une arme absolue, que la dissuasion, ça fonctionne en cas de crise, enfin, tout un tas de choses qu'on entend comme des évidences, mais des évidences qui sont encore à démontrer, et notamment, les deux dernières, que je vais essayer de démontrer, enfin de démontrer, de démonter en fait, hein, c'est que les armes nucléaires ne garantissent pas notre sécurité, au contraire, elles garantissent notre insécurité, et qu'il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas vrai, il y a des alternatives à la sécurité atomique. Donc tous ces mythes sont à déconstruire parce qu'ils s'opposent, enfin ils s'appuient en fait sur un postulat positif de l'arme nucléaire, comme si l'arme nucléaire était une chance. C'est en ce sens-là qu'ils sont à déconstruire, alors qu'en fait la réalité du danger, elle est toujours là, et que ce danger, il est méthodiquement écarté, notamment le danger lié à une utilisation accidentelle de l'arme nucléaire. On vous parle assez fréquemment des accidents qu'il y a dans des centrales civiles, même quand ils sont bénins, mais alors, dès qu'il y a un accident ou une bombe atomique qui est perdue quelque part, ça, en général, vous ne le savez pas.
On le sait maintenant qu'il y a l'ouverture des archives militaires, notamment américaines, hein, et donc on sait qu'il y a effectivement énormément d'armes nucléaires qui ont été perdues, qui sont au fond des mers, qui ont créé des catastrophes, sans compter des situations où on a frôlé une catastrophe et où évidemment il n'y a pas eu la catastrophe, et tant mieux, hein, sinon on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Alors, une première argutie, c'est que l'arme nucléaire, c'est ça qui a stoppé la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, on l'a entendu longtemps, hein. Il y a de moins en moins de gens qui osent le dire, depuis que maintenant c'est devenu une évidence pour beaucoup d'historiens. C'est que, alors déjà, il faut quand même se rappeler que les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, c'est en août 1945, hein, et que l'armistice a été signé le 8 mai 1945. Hein. Et donc en août 1945, on est vraiment sur la fin de la guerre, et même si le Japon, lui, demeure effectivement toujours en guerre, dans des conditions qui ne risquent pas en tout cas de relancer la guerre, ni des exactions aussi graves que ce qu'elles étaient. Et surtout, bah, c'est oublier les accords qui avaient eu lieu à cette époque-là entre les soviétiques et les américains sur la fin de la guerre, et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le début de la guerre froide. Et ça a été le moyen pour les Américains de dire que c'était eux, enfin ça serait eux, les maîtres après la guerre. Évidemment, les Soviétiques ont suivi, les Anglais ont suivi, les Chinois ont suivi, les Français ont suivi. Je dis suivi parce que on peut reprocher aux Américains d'avoir été les premiers à avoir la bombe atomique et d'avoir fait exploser cette bombe atomique qui était foncièrement inutile. Mais ceux qui par la suite s'y sont mis à leur tour et se sont engagés dans une course aux armements ruineuse quand même pour l'ensemble des peuples de la planète, portent aussi la responsabilité. Parce qu'on aurait très bien pu décider de laisser les Américains tout seuls avec cette bombe abominable. On n'était pas obligé de vouloir faire comme eux. Donc les Soviétiques et tous les autres portent aussi la responsabilité. La deuxième affirmation, c'est que la bombe, elle empêcherait la guerre entre les puissances nucléaires. Bah justement, ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe, ça tendrait à nous prouver le contraire. Hein, puisqu'il y a des gens qui pensent que les Russes peuvent être amenés à utiliser l'arme atomique. En tout cas, tant qu'on n'a pas utilisé l'arme nucléaire, et tant qu'il n'y a pas eu une guerre entre puissances nucléaires, ben on ne peut pas savoir si c'est ça ou si c'est pas ça qui empêche la guerre. Et d'ailleurs, pendant longtemps, la France s'est campée sur la position de dire que c'était grâce à l'arme nucléaire qu'il n'y avait pas de guerre. Alors déjà, c'est assez méprisant pour tous ceux qui sont morts de guerre quand même depuis 1945, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts à cause de la guerre, y compris en Europe quand même depuis 1945. Et je me rappelle là aussi d'un ambassadeur de France à l'ONU qui me disait, ben, en fait, M. Villard, moi je ne peux pas vous affirmer que c'est l'arme nucléaire qui a empêché la guerre, et vous ne pouvez pas m'affirmer qu'elle ne l'a pas empêchée. Donc on est un but partout, la balle au centre. Je lui dis, ben, écoutez, tant que vous acceptez effectivement qu'on est à égalité d'arguments et que vous ne m'imposez pas les vôtres, enfin que ce n'est pas les politiques qui imposent leurs arguments aux pacifistes, ben, on a déjà gagné quelque chose, c'est qu'effectivement vous considérez qu'on est sur la bataille des idées, hein, et que l'arme nucléaire, elle n'est pas plus convaincante dans votre bouche pour la garder que dans la mienne pour la détruire. Donc en fait, il en va de même avec de nombreuses affirmations sur l'arme nucléaire, et notamment celle qui concerne l'assurance vie. Alors je vais vous la faire découvrir de manière un petit peu humoristique. J'espère que ça va marcher. Monsieur. Bonjour. Alors voilà, je reviens m'installer en France avec ma femme et mon fils, et je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour protéger ma famille en cas de décès. Vous faites bien des assurances vie? Oui, tout à fait. Ce que je peux vous proposer, c'est que dans l'éventualité de votre décès ou de celui de vos proches par mort violente, nous vous garantissons l'élimination de toute la population du pays dont le dirigeant est responsable de votre décès. Pardon? Si vous êtes victime d'une tuerie de masse, nous assurons quasi instantanément la mort de votre meurtrier et celle de toute la population de son pays. Vous vous foutez de ma gueule? Ah non, pas du tout, je voudrais pas.
l'agence des criminels de guerre? Voyons, je vous rassure tout de suite, notre offre est parfaitement légale. Le gouvernement français est notre premier garant. Mais vous avez des clients pour ça? Oui, monsieur. Des millions, rien que ça. Tous français. Mais attendez, ils payent pour ça? Évidemment! Pour la modique somme de 4 milliards d'euros par an, nous couvrons l'ensemble du territoire français. 4 milliards? J'hallucine. Par an? Mais à la fin, je vois pas ce qui vous choque. Nous proposons notre assurance depuis plus de 50 ans. Et entre nous, je peux vous dire, hein, ils y réfléchissent à 2 fois, vos ennemis, avant de s'en prendre à vous, avec notre assurance. Pardonnez-moi, et sans vous manquer de respect, c'est complètement bidon votre truc. Ça me protège en rien. Je vois pas ce qu'il y a de rassurant, à savoir qu'après que toute ma famille y passe, vous allez carboniser des millions d'innocents en mon nom. Je vous explique les conditions si vous voulez. On fait un petit devis et vous y réfléchissez. Laissez tomber. Ça m'intéresse pas votre truc. Vous êtes complètement malade. Dangereux même. Vous êtes français? Oui, alors? Mais vous êtes déjà mon client. Vous payez vos impôts. Vous êtes des malades. Il y a aussi notre offre premium, la destruction de la planète. Par action en chaîne. La bombe, l'assurance de votre destruction, j'écoute. Bonjour, monsieur le président de la République. Vous souhaitez faire jouer votre assurance? Oui, bien sûr, tout de suite. Comment? Non, vous pouvez décider tout seul. 96 missiles nucléaires, c'est ça, c'est notre petit stock. Oh non, ça devrait vous satisfaire, hein. C'est l'équivalent de 1000 Hiroshima. C'est tout bon de mon côté, on y va? Voilà, c'est envoyé. En vous remerciant. Travail bien fait. Voilà. Alors c'est une vidéo qui change, elle date un tout petit peu, hein, parce qu'à l'époque on était un tout petit peu moins de 4 milliards, et M. Macron, il a augmenté les crédits à entre 6 et 7 milliards. C'est-à-dire pendant le quinquennat de M. Macron, on sera passé de 3,7 milliards par an pour l'arme atomique à pas loin de 7, alors en 2025. Donc son quinquennat, on ne sait pas s'il va se terminer dimanche ou s'il va en prendre un deuxième. Hein. Voilà, donc on aura presque doublé, je vous dis parce que ça c'est des informations que vous n'avez jamais, hein, et quand on vous fait pleurer sur le budget des armées, alors peut-être qu'il y a des militaires qui effectivement au niveau des équipements n'ont pas ce qu'il faut, mais en tout cas pour l'arme nucléaire, vous inquiétez pas, on n'est pas sur la paille. Et d'ailleurs c'est un problème, et il y a beaucoup de militaires actuellement qui contestent la priorité donnée à l'arme nucléaire au détriment de capacités de défense autres ou de missions données aux armées, voilà, telles que des interventions par rapport à des séismes, des tremblements de terre, des feux de forêt, enfin, des utilisations avec le génie civil militaire, qui est quand même assez utile. Alors tout à l'heure, j'ai parlé donc du conflit russo-ukrainien. Donc évidemment, avec l'agression injustifiable de l'Ukraine par la Russie, on voit que les armes nucléaires, elles reviennent soudainement sur le devant de la scène. Et ces armes, qui jusqu'à présent étaient présentées comme des armes de dissuasion, donc en fait desquelles nous n'avons rien à craindre, souvent, soudain, elles deviennent source d'inquiétude. Et source d'une forte inquiétude. Alors, les armes nucléaires, c'est pas la première fois qu'on en parle quand même, depuis ces dernières années, voire ces dernières décennies, parce qu'on en a parlé concernant l'Iran, on en a parlé concernant la Corée du Nord, vous entendez quand même de temps en temps parler de la menace nucléaire, mais c'est la première fois où là, c'est une des premières puissances du monde, voire la puissance d'ailleurs qui a la capacité atomique la plus importante, qui menace. Donc évidemment, ça change la donne. Mais surtout, ça vient prouver que ces armes ne sont pas si inoffensives que cela, et que oui, il y a de quoi être inquiet. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, j'ai envie de dire qu'elles sont dans 3 domaines. C'est quelle est la réalité des armes atomiques aujourd'hui, c'est-à-dire qui y en a, combien il y en a, c'est quoi la dissuasion.
Une deuxième série de questions qui est est-ce que oui ou non il y a le risque qu'elle soit utilisée, hein, donc est-ce que Poutine il va l'utiliser? Si oui, est-ce que la France elle va le faire aussi? Et est-ce qu'on peut désinventer la bombe atomique? Et est-ce qu'on peut aller en arrière? Et une troisième série de questions qui serait, mais alors si c'est utilisé par qui que ce soit, quelles sont les conséquences, quels sont les effets, et comment on pourrait faire pour s'en prémunir. Voilà. Et alors par rapport à ça, j'ai envie de dire que je conteste l'idée qu'avec Vladimir Poutine, on est en face de nous un fou. Je pense que les dirigeants de la planète, c'est pas des fous. Et traiter un dirigeant quel qu'il soit, hein, parce que là c'est Poutine, mais ça a été Trump, ça a été l'Iranien, enfin, on en a eu d'autres. Mais considérer que quelqu'un est fou, c'est en fait prendre prétexte de ne pas vouloir discuter avec lui, et considérer qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et donc c'est refuser le dialogue, et c'est tout de suite fermer la porte. Et c'est surtout ne pas se donner la possibilité que demain soit différent d'aujourd'hui. Parce que on pense ce qu'on veut de Poutine, mais pour l'instant c'est toujours le président de la Russie. Et donc c'est bien avec lui qu'il va falloir discuter, il va falloir négocier. Et si on prend notre histoire, on a discuté, on a négocié avec des gens qui moralement n'étaient pas obligatoirement meilleurs que lui. On fait souvent référence à la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, on disait bien qu'il fallait discuter avec Hitler pour arrêter la guerre. Est-ce que c'était mieux que Poutine actuellement, hein? Les Israéliens et les Palestiniens, il va bien falloir qu'ils se mettent d'accord ensemble. Mandela, il a bien discuté avec De Klerk. Voilà. Donc c'est un peu trop facile. Et je pense qu'il faut qu'on ait toujours dans la tête que oui, on peut discuter avec tout le monde. Et oui, demain peut être différent d'aujourd'hui. Parce que sinon, il n'y a aucun espoir. Et la seule chose qu'on a devant nous, finalement, bah, c'est de se tirer une balle. C'est toujours mieux qu'une bombe atomique. Ah, excusez-moi. Alors, concernant l'Ukraine et la Russie, alors même si ce n'est pas directement le thème de ce soir, je veux quand même dire ici qu'il y a besoin de développer la solidarité avec les populations ukrainiennes, mais aussi les populations russes et les populations des républiques autoproclamées, parce que ce n'est pas les populations qui font la guerre, hein, que oui, il faut arrêter les bombardements, qu'il ne faut pas en rajouter d'autres, qu'il faut exiger le cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, tant que pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Je dis ça parce que chaque jour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des troupes d'autres nations qui rentrent sur le terrain. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on développe la solidarité avec les acteurs de paix, et en Russie et en Ukraine, qui courageusement défient leur gouvernement, et je dis bien et en Russie et en Ukraine, parce qu'on met souvent en avant les Russes qui sont emprisonnés dans les manifestations, mais malheureusement, il y a aussi en Ukraine, notamment des non-violents qui refusent l'engrenage de la violence et qui eux aussi sont victimes de persécutions de la part de leur propre gouvernement. Bon, il y en a moins, bien évidemment, hein, mais je pense que, enfin en tout cas nous en tant que pacifistes, hein, on est solidaires de l'ensemble des forces de paix, où qu'elles soient. Et que la question qui est posée, en fait, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Ukraine, en l'occurrence, ou pour les armes nucléaires, finalement, c'est un peu la même chose. C'est dans quel monde on veut vivre demain et quelle culture on veut développer. Est-ce qu'on veut développer une culture de l'oppression, une culture de la domination, une culture de la guerre, une culture du plus fort, du plus riche, ou alors, est-ce qu'on travaille au développement d'une culture de la paix, c'est-à-dire une culture des solutions négociées mutuellement avantageuses, où je n'ai rien à craindre des autres, parce que les autres n'ont rien à craindre de moi. Et c'est ça, en fait, culturellement, qui est en jeu actuellement, et qui est porté par l'ONU, et par une majorité des États de la planète, pas par le nôtre, donc évidemment ça a du mal à transparaître dans la société française, hein, c'est passer de la culture de la guerre
à la culture de la paix. Et c'est bien pour ça qu'actuellement, sur la question de l'Ukraine, il est urgent de réunir une conférence européenne pour la paix, sous l'égide de l'ONU, et pas de l'OTAN, qui n'a rien à faire dans cette affaire, et de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité commune en Europe. Et c'est aussi la raison pour laquelle la question de l'élargissement de l'OTAN et la question de la pertinence ou non de son existence, elles sont bien posées aussi par ce conflit. En tout cas, ne pas les aborder, c'est ne pas permettre qu'on arrive à des solutions négociées convenables pour l'ensemble des parties, et c'est rester dans une logique de la loi du plus fort, où un camp ou un autre camp va imposer ses vues à l'autre, ce qui sera prétexte à la prochaine guerre. Parce qu'actuellement, notre histoire, elle nous montre quand même que chaque fin de guerre qui se termine mal, qu'est-ce que c'est une guerre qui se termine mal? C'est une guerre qui se termine par une négociation déséquilibrée, qui crée des frustrations et qui fait que la génération qui arrive, elle veut venger la génération précédente. Et c'est toujours cette même logique. Donc tant qu'on n'est pas dans une fin de conflit qui est mutuellement avantageux, au sens où on pose les germes d'un avenir commun dans lequel les uns et les autres vont trouver de quoi pouvoir s'émanciper, eh bien on aura toujours le contexte de la guerre d'après. Et la culture de la paix, justement, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus la guerre d'après. Et donc que la paix ne soit plus ce temps entre deux guerres, mais que la paix soit le modèle et le moteur de la construction du monde, et qui plus jamais la prochaine guerre. Donc sur l'Ukraine, au-delà du développement d'une aide humanitaire importante en faveur de la population ukrainienne, et de l'accueil inconditionnel de tous les réfugiés, quelle que soit leur couleur de peau, il est important d'être porteur d'une proposition de paix. Et aux municipalités qui arborent le drapeau ukrainien, en solidarité avec la population ukrainienne, nous on leur suggère d'arborer aussi le drapeau paix pour exiger une solution pacifique. Moi je viens des Hautes-Alpes, on a lancé ça dans les Hautes-Alpes, on a écrit à toutes les mairies, hein. Je peux vous dire que quand vous arrivez pour voter et que vous voyez le drapeau ukrainien avec le drapeau de la paix, eh ben ça fait quelque chose. Donc sur ce volet, je laisserai la conclusion au secrétaire général de l'ONU, qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour nouer des négociations de bonne foi et aborder tous les problèmes de manière pacifique. Alors pour y arriver, n'oublions pas que la communauté internationale, elle a mis en place des outils de coopération dont est issu le secrétaire général de l'ONU, et que ces outils de coopération, justement, ils posent cette architecture d'une mondialisation humaine et solidaire. Mais évidemment, elle peut se heurter, à des moments donnés, à des intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels, qui peuvent varier d'un moment à l'autre de l'histoire, et qui peuvent varier aussi selon les protagonistes. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on ait dans la tête qu'on est une communauté humaine qui est de plus en plus interdépendante sur la planète. C'est-à-dire qu'on voit bien que toute action dans un coin du globe retentit automatiquement sur les autres coins du globe. Bon, si tant est qu'il y ait des coins dans un globe, on est d'accord. Hein? Bon. Mais on voit bien que l'autarcie, y compris l'autarcie politique, est quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Alors au fil du temps, donc la communauté internationale, elle a mis en place donc l'ONU, après l'échec de la Société des Nations qui n'avait pas pu empêcher la montée du fascisme. Hein. On a créé donc l'ONU. L'ONU aujourd'hui, c'est quand même la totalité des États de la planète. La totalité des États de la planète. Sauf quand il y a un nouvel État qui se crée, le temps qu'il soit admis à l'ONU, il faut un petit peu du temps. Le dernier, c'est le Timor-Est, hein, et j'espère que le prochain, ce sera la Palestine. En Europe, donc, il y a eu la création de l'Union européenne, mais là aussi, l'Union européenne, la différence entre l'ONU et l'Union européenne, c'est que l'ONU regroupe l'intégralité des États de la planète, quelle que soit leur nationalité, leur langue, leur PIB,
leur richesse, quel que soit leur régime. Au sein de l'ONU, on a les plus grandes démocraties comme les plus grandes dictatures. Mais il ne reviendra à personne de dire qu'il ne faut pas participer à l'Assemblée Générale de l'ONU sous prétexte qu'il y a tel ou tel dictateur qui serait présent. L'Union européenne ne regroupe pas l'intégralité des États de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui on est à 27 États dans l'Union européenne. Une autre structure qui est en général assez peu connue, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'OSCE. Alors là, je vous donne tous les noms actuels. L'Union européenne, c'est pas toujours appelé l'Union européenne, l'OSCE, c'est pas toujours appelé OSCE. L'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité commune en Europe. Et ça regroupe 57 États. Je vais vous mettre une petite carte tout à l'heure, vous allez voir les États, vous allez peut-être être surpris pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Et alors, il y a une structure dont on parle, c'est l'OTAN, qui, elle, regroupe 30 États, donc en fait qui est une toute petite alliance politique et militaire, et qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout un lieu de dialogue. Alors évidemment, dans les réunions, ils dialoguent. Hein. Mais je veux dire, la différence entre l'OTAN et l'ONU, c'est que l'ONU, c'est vraiment un lieu qui a été construit pour discuter et passer au-delà des différends. Et pas que des différends militaires. Parce qu'en général, on parle de l'ONU que pour dire qu'elle n'est pas capable d'empêcher une guerre. Mais les questions militaires à l'ONU, c'est, on va dire, c'est 5% des mandats. La plus grande partie des missions de l'ONU, c'est des missions civiles, qui concernent la santé, qui concernent les transports, qui concernent l'éducation, hein, au travers de ces grandes agences, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, l'OIT et compagnie. Voilà. Et donc l'OTAN, elle, c'est une alliance militaire, enfin, politique et militaire. J'ai même envie de dire que c'est une agence idéologique, hein, qui remet en cause les fondements d'une sécurité humaine sur la planète. Et c'est pour ça que la question de son maintien est posée. Alors ces deux petites cartes, hein, pour voir la différence justement, c'est que là vous avez les 57 pays de l'OSCE et vous avez les 30 pays de l'OTAN. Alors, sauf que dans les 30 pays de l'OTAN, il faut évidemment rajouter les USA et le Canada, sinon tous les autres sont des pays qui sont sur le territoire européen. Ce qui n'est pas le cas de l'OSCE, parce que l'OSCE, donc l'Organisation pour la sécurité commune en Europe, vous voyez qu'elle comprend les USA, le Canada, mais aussi la Russie, justement. Et donc, au sein de l'OSCE, on a actuellement l'intégralité des protagonistes du conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est pour ça que c'est un bon cadre pour discuter. Alors, je vais revenir à la question des armes nucléaires et au fait donc que le 7 juillet 2017, donc il y a pas longtemps, hein, vous l'avez vécu, à l'ONU, 122 États ont adopté le traité d'interdiction des armes nucléaires. Information dont vous avez peut-être eu connaissance, mais peut-être que non, peut-être certains d'entre vous le découvrent. Les ONG, nous y étions très présents, et c'est la campagne ICANN qui a porté ce traité, qui s'y est exprimé par la voix de Setsuko Turlo, une hibakusha, que je vais vous faire entendre. Delegates, NGO colleagues, dear friends, I never thought I would see this moment. I would like to share my gratitude for the exceptional work and dedication of everyone who has put their brains and their hearts into these treaty negotiations. I'm grateful to you, Madam President, for your leadership, and the UN Secretariat, the delegations and NGOs devoted to moving us ever closer to the goal of the total elimination of nuclear weapons.
As we gather in our celebration of this extraordinary achievement, let us pause for a moment to feel the witness of those who perished in Hiroshima and Nagasaki. Both at that time in August 1945 and over these 72 years, hundreds of thousands of people. Each person who died had a name. Each person was loved by someone. I've been waiting for this day for 7 decades, and I am overjoyed that it has finally arrived. This is the beginning of the end of nuclear weapons. I remember back in 2014 when many of us met in Nayarit, Mexico. The conference chair said, "This is a point of no return. We will not return to the failed nuclear deterrence policies. We will not return to funding nuclear violence instead of human needs. We will not return to irreversibly contaminating our environment. We will not continue to risk the life of future generations." To the leaders of the countries across the world, I beseech you, if you love this planet, you will sign this treaty. Nuclear weapon has always been immoral. Now they are also illegal. Together, let us go forth and change the world. I thank you. Les gens derrière elle, c'est tous les militants d'ICANN dans le monde entier. Enfin tous, à tous. Les responsables. Voilà, alors, pour continuer, je vais vous donner quelques éléments factuels. Hein. Alors en général, je fais un petit jeu avec l'assistance, mais comme là on a rajouté l'Ukraine, ça élargit, donc je suis obligé de raccourcir un certain nombre de choses, donc on va pas le faire, on va aller plus vite. Alors d'après vous, il y a combien de pays aujourd'hui qui disposent de l'arme atomique? Alors je vous ai proposé 6 chiffres. Aucun, 5, 9, 21, 48, 152, sachant que, donc, en gros, il y a 200 pays, vous avez vu qu'il y en a 193 à l'ONU, quoi. Donc il y a, voilà, en gros, 200 pays sur la planète, 193. Donc d'après vous, il y en a combien qui ont l'arme atomique? Alors, ceux qui pensent 0, eux à main. Ah, il n'y en a aucun. Vous avez tous au moins les Russes longs, quoi. Hein? D'accord. Ceux qui pensent 21. D'accord. Ceux qui pensent 5. Ceux qui pensent 48. D'accord. Ceux qui pensent 9. Et ceux qui pensent 152. Il y en a pas. D'accord. Alors on a quand même un public qui a quelques éléments d'information, hein, puisqu'effectivement actuellement, il y a seulement 9 pays qui détiennent l'arme nucléaire. Et j'insiste sur le seulement, parce que finalement c'est pas beaucoup, hein, et que l'enjeu c'est soit on passe de 9 à 0,
soit on passe de 9 à 193. Parce que si cette arme nucléaire, on en a vraiment besoin pour notre assurance vie, alors il n'y a aucune raison de ne pas l'autoriser à Monaco, Andorre, le Liechtenstein, et j'en passe. Alors, ensuite, là je vous ai mis un certain nombre de pays. Donc, quels sont ceux qui disposent de l'arme atomique? Bon, là c'est pareil, on n'a pas le temps de trop... je vais quand même laisser réfléchir, au moins en parler avec vos voisins, si vous voulez échanger un petit peu. Hein. Si vous avez des doutes, essayez de retrouver les 9. L'Inde, Israël, la Chine, la Russie, Tic-tac, tic-tac, la Grande-Bretagne. Bon, on va pas attendre que ça explose. Hein. Je peux vous donner la réponse? Oui. Alors, voilà donc les 9. Hein. Voilà le club des 9. Donc la France... Alors par ordre d'entrée en scène, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, ou la France, la Chine. Je crois que la France l'a eu avant la Chine. Voilà. Ouais, enfin bon, peu importe, de manière... voilà, hein, ils auraient dû tous s'en passer. Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce nombre de pays-là. Ça, ce sont des pays qui ont eu, à un moment donné de leur histoire, l'arme nucléaire, comme l'Ukraine. À l'éclatement de l'Union soviétique, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie avaient l'arme atomique et auraient pu la garder. Et auraient pu devenir des pays dotés de l'arme nucléaire. Au regard du TNP, on va en parler après. Ah, bah j'ai oublié l'Afrique du Sud, tiens. Vous voyez? Personne n'est parfait. Voilà, tout ça, donc, c'est des pays qui soit ont eu l'arme atomique, donc comme les trois dont j'ai parlé, l'Afrique du Sud, ou alors ont développé des programmes visant à avoir l'arme atomique, mais ne seront pas allés jusqu'au programme, pour différentes raisons. Soit parce que y a eu des changements de régime politique, soit parce qu'ils ont mis en place des systèmes de sécurité où chacun s'est débarrassé de l'arme atomique, soit il y a eu un cas où c'est par la guerre, hein, puisque, rappelez-vous, en 93, les Israéliens avaient bombardé les installations nucléaires d'Osiris ou d'Irak, je ne me rappelle plus, en Irak. Voilà. Alors, quelles seraient les conséquences d'une explosion atomique? Je vais encore vous mettre... Ah, oui, c'est très court. La fabrication d'une arme nucléaire est un processus complexe. Non, excusez-moi, c'était pas le bon. Une bombe atomique d'une puissance de 15 kilotonnes, équivalent à celle lâchée sur la ville japonaise d'Hiroshima en 1945, détruit tout dans un rayon de 2 km, mais sème la mort bien au-delà. L'explosion se déroule en plusieurs phases. Au déclenchement se forme une bulle incandescente de gaz dont la température atteint localement plusieurs millions de degrés Celsius. Son rayon est d'environ 200 mètres. Vient ensuite le flash thermique, mortel à 1 km à la ronde, et qui incendie tout objet dans un rayon de 2 à 4 km. L'onde de choc dévastatrice qui suit se déplace à la vitesse du son et détruit les constructions en béton et acier dans un rayon de 500 mètres, celles en briques jusqu'à 2 km et celles en bois jusqu'à 3 km. Le champignon nucléaire, qui s'élève après l'explosion jusqu'à 12 000 mètres d'altitude, projette dans l'atmosphère des cendres et poussières mortelles. Ces retombées radioactives contaminent l'air et le sol sur un périmètre de plusieurs kilomètres, et le niveau de radioactivité peut rester élevé pendant de nombreuses semaines selon les conditions climatiques. Les effets à long terme de cette contamination peuvent affecter une génération entière. Voilà, mais même plusieurs générations. Puisque aujourd'hui, au Japon, on a encore des gens qui naissent, hein, donc on en est à la 3e génération d'Hibakusha. Ce qu'on appelle les Hibakusha, c'est les irradiés victimes de la bombe atomique. Et des Hibakusha, il y en a de partout sur la planète. Setsuko, qu'on a vu tout à l'heure, elle est canadienne. Pourquoi il y en a de partout sur la planète? Parce qu'en fait, Hiroshima et Nagasaki, il n'y avait pas que des Japonais sur place. Et notamment, il y avait énormément de prisonniers de guerre, hein,
qui, à la fin de la guerre, sont retournés dans leurs pays respectifs. Et aujourd'hui, on a donc des personnes victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, dans plein d'endroits sur la planète. Ce à quoi il faut qu'on rajoute des victimes qui sont des victimes des essais nucléaires, et notamment des victimes françaises, et principalement militaires. Hein. En France, actuellement, il y a plusieurs milliers de personnes qui développent des cancers, des maladies immuno-induites, du fait des essais nucléaires français, du Sahara et de Polynésie. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. Il y a une dizaine d'années, ils avaient déjà recensé plus de 3000 personnes. Hein. J'avoue que je n'ai pas suivi ces dernières années, je ne sais pas à quel chiffre où on en est. Sur les conséquences, Dominique Lalanne, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est un chercheur du CNRS, qui est décédé lui aussi il y a quelques mois, avait fait une étude sur les conséquences d'un bombardement nucléaire sur la ville de Lyon, où il est arrivé, voilà, une bombe atomique qui tombe sur Lyon, c'est 200 000 morts tout de suite, 200 000 blessés, hein, c'est 50% de gens qui disparaissent dans les 10 km autour, et c'est toutes les conséquences, notamment avec... parce que vous voyez, la grosse différence entre aujourd'hui et Hiroshima et Nagasaki, c'est que maintenant on a énormément de réseaux électriques, d'eau, électronique. Le monde vit en réseau, ce qui n'était pas le cas il y a 70 ans. Et donc aujourd'hui, une bombe atomique sur Lyon, elle aurait des conséquences sur toute la vallée du Rhône, ne serait-ce qu'en termes électroniques. Hein. Elle aurait des conséquences sur le réchauffement des centrales, puisque s'il n'y a plus d'électricité, tous les systèmes de contrôle, tout ça n'existe plus. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Alors justement, l'animation d'après. La fabrication d'une arme nucléaire est un processus complexe. La première étape, cruciale, consiste à se doter de la matière fissile nécessaire. Il peut s'agir d'uranium que l'on peut se procurer sur le marché mondial. Mais dans la nature, il est composé à 99,3% d'uranium-238 et à 0,7% d'uranium-235 utilisés pour produire de l'énergie nucléaire. Pour les séparer, on utilise des centrifugeuses. L'uranium-238 plus lourd est écarté. L'uranium-235 plus léger est réinjecté dans la centrifugeuse suivante. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir un taux d'uranium-235 important. Pour les centrales nucléaires, de l'uranium enrichi à 5% suffit, mais pour fabriquer une bombe atomique, il faut un uranium au moins enrichi à 90%. Le plutonium-239 peut lui aussi être utilisé comme matière fissile. Pour le produire, on irradie des barres d'uranium dans un réacteur nucléaire avant d'en extraire le plutonium. La quantité de matière considérée comme suffisante pour fabriquer une bombe est d'environ 25 kg pour de l'uranium-235 ou 8 kg pour du plutonium-239. Il reste ensuite à fabriquer la bombe à proprement parler, c'est-à-dire un système de détonateurs et d'explosifs conventionnels qui enclencheront la réaction en chaîne de fission nucléaire. Voilà. Bon, dans ce que je vous dis, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de références, évidemment. Alors, vous avez tout ça dans mon bouquin, si ça vous intéresse. Vous voyez avec Odile à la sortie, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et si j'ai mis ces petites vidéos, c'est parce que d'habitude j'expliquais tout, et quand je les ai trouvées, ces vidéos de l'AFP, j'ai trouvé qu'il y en avait qui avaient fait le travail, et que c'était pas plus mal. Voilà. Alors, donc vous avez vu que fabriquer une bombe atomique, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et quelque part, ça donne une garantie. Donc quand vous entendez des fois à la télé des mecs qui vous expliquent que on se trimballe avec une petite valise, excusez-moi, mais c'est une fumisterie phénoménale. Parce que chose qui n'est pas dite dans la vidéo, c'est que en fait, vous avez déjà entendu parler de la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, en fait, c'est une réaction qui se crée d'elle-même. Hein. Vous savez, par exemple, s'il fait très chaud, il y a un incendie qui peut se créer de lui-même par la chaleur. Bon, et bien la réaction nucléaire, si vous avez... Alors bon, moi j'ai pas exactement les mêmes chiffres que ce qu'ils donnent, mais on va pas se battre sur quelques kilos. Hein, voilà. Donc ils disent 25 kilos d'uranium. Donc en fait, quand on a 25 kilos d'uranium ensemble, la réaction, elle démarre toute seule. Et on ne peut plus l'arrêter. Et donc en fait, quand on fait une bombe atomique,
on a nos 25 kg d'uranium, mais évidemment ils ne sont pas ensemble, parce que sinon ça pèterait tout de suite. Donc en fait, dans la bombe, dans le vecteur, on a plusieurs morceaux, et une bombe atomique, c'est plusieurs explosions qui se suivent, et une première explosion, c'est une explosion toute simple, d'armes classiques, qui va aboutir en fait à casser des compartiments au sein de l'ogive pour que les morceaux d'uranium se regroupent. Ils se regroupent, et une fois qu'ils se regroupent, et qu'on a ce qu'on appelle la masse critique de 25 kg, à ce moment-là, on a la réaction en chaîne qui démarre. Et toutes les études, en fait, aboutissent à faire en sorte que ça se regroupe au bon moment. Et une bombe atomique, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas qu'elle explose au sol, il faut qu'elle explose en hauteur. Hiroshima, ça a explosé à 300 mètres au-dessus du sol. Parce qu'à ce moment-là, les effets du vent, du souffle et du feu sont beaucoup plus fortes que si ça explose au sol. Parce que là, on parle de 3 effets importants. La chaleur, le souffle, la radioactivité. Souvent, on ne retient que la radioactivité. Hein, parce que nucléaire, radioactivité. Hein, et c'est une des grosses différences d'ailleurs entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. C'est-à-dire que la radioactivité, c'est effectivement ce qui relie, c'est-à-dire que les problèmes qu'il peut y avoir avec la question du retraitement de déchets ou toute la question de refroidissement d'eau et compagnie, c'est souvent lié à la question de la radioactivité et de la pollution par la radioactivité. Ce qui est le lien avec l'arme nucléaire. Mais une centrale nucléaire, il n'y a absolument pas le risque d'explosion comme il peut y avoir pour une bombe, avec le souffle et les milliers de degrés qu'il y a sur une bombe atomique. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est bien. Hein. C'est pas ça le sujet. C'est différent, c'est pas pareil. Alors, dernière animation que je voulais vous faire partager, c'est au niveau des conséquences. C'est sur ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, qui est la conséquence sans doute la plus grave. La population mondiale est actuellement de 7 milliards d'individus. L'arsenal nucléaire global représente approximativement 5000 mégatonnes. À la suite d'une confrontation nucléaire générale et des pertes immédiates en vie humaine causées par l'impact, ainsi que par la dévastation des territoires alentours, les conséquences sociales, climatiques et environnementales dureraient pendant des années. Les projections de poussière et de fumée provenant des villes en flammes et des autres lieux touchés seraient équivalentes à une éruption volcanique, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Un conflit nucléaire régional mobilisant seulement 0,03% de l'arsenal nucléaire mondial pourrait injecter 1 à 5 millions de tonnes de poussière de carbone dans l'atmosphère. Une attaque au printemps ou en été, ou une attaque dans la région subtropicale, provoquerait inévitablement le réchauffement rapide des injections de fumée, qui absorberaient les ondes radioactives courtes et s'élèveraient. Il ne faudrait qu'une semaine à tout ce qui n'a pas été immédiatement nettoyé par les pluies noires pour atteindre la troposphère et la couche supérieure de la stratosphère et y stationner pendant de nombreuses années. Les nuages de fumée et l'absorption des particules résiduelles entraîneraient une baisse générale des températures à la surface du globe. Alors qu'un conflit nucléaire régional pourrait faire chuter la température globale de 2 degrés Celsius, une confrontation nucléaire à grande échelle la ferait chuter de 7 degrés, ou plus. Au milieu du dernier âge glaciaire, il y a 18 000 ans, la température était de 5 degrés inférieure à la nôtre. Une baisse de 2 degrés plongea dans la famine des milliards d'êtres humains vivant loin des lieux directement touchés. Les saisons pour les cultures agricoles seraient réduites de 3 semaines, anéantissant les récoltes. Un changement de 5 degrés suffirait pour réduire à néant toute l'agriculture canadienne. Si les réserves mondiales de céréales n'étaient pas détruites par l'échange initial, elles ne dureraient de toute façon que 71 jours.
et il faudrait compter avec la destruction partielle ou totale des moyens de transport. Voilà, alors tout ça, c'est des études qui ont été remises au jour depuis qu'on a travaillé sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que depuis Hiroshima et Nagasaki, il y avait tout un tas de choses qui avaient un peu disparu de la mémoire et de l'imaginaire collectif, et que notamment, on avait affaire à toute une nouvelle génération de diplomates qui n'avaient pas obligatoirement connaissance de tout un tas de choses. Et donc en fait, quand on a mis en place la campagne ICANN et qu'on a voulu travailler un nouveau traité d'interdiction, et ça va être la dernière partie de mon intervention sur les outils qui sont à notre disposition actuellement pour éliminer les armes nucléaires. Donc on a fait travailler tout un tas de gens, et notamment des météorologistes, sur non pas des modèles, mais des choses qui avaient déjà existé. Parce que il y a déjà eu par le passé, alors suite à des activités volcaniques, parce que toute cette force, elle se mesure en ce qu'on appelle l'équivalent TNT, hein, et y compris une explosion, c'est-à-dire qu'on a des mesures physiques qui sont les mêmes pour une explosion volcanique que pour une bombe atomique. Et donc, il y a eu un certain nombre de volcans qui ont créé ces barrières de lumière qui ont permis de modéliser après les conséquences de l'hiver nucléaire. Et donc, notamment, alors bon, je détaille pas tout parce que j'ai pas le temps, hein, mais c'est en Indonésie, un volcan qui avait fait baisser comme ça la température de 3 degrés dans toute une zone géographique, avec des conséquences sur l'agriculture. Donc, vous voyez, il y a des choses... on peut ne pas mourir tout de suite d'une bombe atomique quand on se la prend sur la tête, hein, et on peut ne pas être irradié, hein, et mourir de faim, parce que les conséquences de l'hiver nucléaire, ça va être une disette pour tout le monde. Alors, les outils à notre disposition. Le TNP. Bon, je vais aller un peu plus vite. Alors, dès 1957, en fait, la communauté internationale a créé l'Agence internationale de l'énergie atomique pour promouvoir l'usage du nucléaire à des fins civiles et pas militaires. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, après Hiroshima et Nagasaki, le nombre d'acteurs commençait à grandir, et les deux grands, ils avaient la trouille qu'il y en ait d'autres qui aient aussi l'arme atomique. Donc, ils ont commencé à développer des éléments de contrôle. Donc, on a créé la IEA, et suite à ça, on a commencé à élaborer un traité. Et quand je dis on, c'est donc les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est les 3 premières puissances nucléaires qui ont aussi commencé à travailler à la limitation des armes nucléaires. À l'époque, c'était pour empêcher l'arrivée de nouveaux acteurs. C'était pas pour éliminer ce qu'ils avaient eux, évidemment. Hein. Donc, le TNP, il a été signé le 1er juillet 1968, il est entré en vigueur en 70, il aurait dû durer 25 ans, et en 95, il a été décidé que ce traité, qui avait en partie fonctionné, mais pas complètement, on le prorogeait de manière indéfinie, c'est-à-dire en fait, il s'arrêterait jamais. Et on a mis en place tout un tas de réunions internationales permettant de discuter de manière plus régulière et pas d'attendre 25 ans après. Et donc, moi en fait, c'est comme ça que j'ai fait ma formation militant, puisque de 2002 à 2012, j'ai fait toutes les conférences du TNP. Et donc là, par exemple, c'est une des mobilisations, donc tous les 5 ans, quand il y avait les conférences d'examen à New York, le mouvement de la paix, en général, organise des grosses délégations. Et là, en 2010, on avait emmené à peu près plus de 200 Français de 25 organisations. Et justement, dans ces moments-là, la société civile est très présente. Et on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'en France, souvent, on se sent un peu dépossédé des décisions politiques. En France, on ne s'imagine pas pouvoir assister au Conseil des ministres, par exemple.
On ne s'imagine pas pouvoir rencontrer des ministres facilement. Là, vous êtes dans les conférences du TNP, vous êtes assis à côté d'un ambassadeur, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez le rencontrer après. Alors, évidemment, c'est lui qui décide, hein, c'est pas vous. Hein. Mais franchement, dans les conférences onusiennes, il y a une proximité de la société civile avec les représentants des États qui est assez surprenante et qui, comment dire, qui les rend pas toujours très à l'aise. Alors au fil du temps, ils en prennent l'habitude. Hein, voilà, ça devient un peu plus normal. Mais je me rappelle les premières fois auxquelles moi j'ai eu l'occasion de participer, les ambassadeurs de France, ça les gênait un peu aux entournures, évidemment, qu'il y ait des représentants de la société civile française qui étaient là et qui disent le contraire de ce qu'eux ils disaient. Mais justement, c'était quand même très très intéressant, parce que l'ensemble des États du monde venaient vers nous pour savoir ce que pensait la société civile française, qu'est-ce qu'on représentait, voilà, c'était plutôt intéressant. Alors le TNP, lui, il dispose sur ce qu'on appelle une discrimination, c'est-à-dire une différence, entre les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires, et il y a 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le désarmement. Et donc, dans le désarmement, c'est que chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de course aux armements nucléaires, à une date rapprochée, et sur un traité de désarmement général complet. Ça date de 1970. Donc, il y a plus de 50 ans. Donc, vous comprenez qu'on en ait eu un petit peu marre, parce que la bonne foi comme mécanisme et la date rapprochée comme échéance, au bout d'un moment, voilà. Le deuxième pilier, c'est la non-prolifération. C'est-à-dire que ça concerne le club des 5, les 5 puissances nucléaires qui sont membres du TNP, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine, France. Et la non-prolifération, ça concerne tous les autres, qui eux, en adhérant au TNP, s'engagent à ne pas avoir l'arme nucléaire. Et en contrepartie, eux demandent à pouvoir avoir des garanties sur l'accès au nucléaire civil. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir avoir de bombes atomiques, que ça n'empêche pas les centrales pour ceux qui veulent les centrales, les recherches sur la santé pour ceux qui veulent les recherches sur la santé, l'énergie, enfin bon, tout un tas de choses. Voilà, donc en fait, le TNP, c'est 3 piliers. Hein. La non-prolifération a assez bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine d'États qui seraient en capacité de faire la bombe atomique, mais qui refusent de le faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, les décisions. C'est pas parce qu'on sait faire une bombe atomique qu'on l'a fait. Moi, j'ai un couteau de cuisine, mais c'est pas pour ça que j'ai menacé ma femme tous les jours avec un couteau de cuisine. Hein, voilà. J'aurais pu à des moments. Hein. Elle aussi, d'ailleurs. Elle aussi. Hein. Elle aussi. Mais et l'un et l'autre, on l'a pas fait parce qu'on a estimé qu'on pouvait régler nos différends autrement. Hein. C'est ce qu'ont fait le Brésil et l'Argentine, qui tous les deux avaient développé des armes nucléaires l'un contre l'autre et qui, à un moment donné, ont décidé de reculer ensemble. En disant, au lieu de ce soit et toi et moi, ça sera ni toi ni moi. Le deuxième traité, c'est le TICE. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Alors ça, c'est important parce que pour faire des armes nucléaires, il faut les tester. Et donc, si on empêche de faire des tests, c'est une première étape pour empêcher de nouvelles armes. Et ce TICE, qui existe depuis 1996, alors, il existe sans exister. C'est-à-dire qu'il existe, il n'est pas entré en vigueur, parce qu'au niveau international, pour qu'un traité entre en vigueur, il y a des règles qui dépendent des traités. Et là, par exemple, vous avez une liste de 42 États qui doivent être membres du traité pour que le traité devienne réalité. Et dans ces États, il manque toujours les États-Unis, la Chine, notamment. Mais depuis 1996, hormis les tests de depuis 1996, hormis les tests de la Corée, hein, il n'y a aucun autre État qui a fait des tests nucléaires. Là, malgré le fait que le traité n'existe pas, vous avez un système international qui dépend du traité, qui est opérationnel. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire que le traité n'existe pas, mais le système de contrôle du traité existe.
Donc vous avez actuellement 360 stations. Vous les voyez, les stations? Vous voyez, elles sont de partout sur la planète. Elles mesurent l'état de radioactivité dans l'air, elles mesurent les mouvements des marées, elles mesurent les mouvements sismiques. Elles sont beaucoup utilisées du coup pour le civil, pour prévenir des cataclysmes, des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire un essai nucléaire sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Hein, ça prouve bien qu'on a la capacité de contrôler au niveau international. Et c'est comme ça qu'on a su d'ailleurs que les Coréens avaient fait des essais nucléaires. Ils ne nous l'ont pas dit. Hein. Alors, une des conséquences du traité de non-prolifération, c'est les zones exemptes d'armes nucléaires, ce qu'on appelle les ZEAN. Il y en a 6. Ces ZEAN, si vous tracez une ligne à l'équateur, vous voyez que tout l'hémisphère sud est en zone exempte d'armes nucléaires. C'est-à-dire que dans tout l'hémisphère sud, interdiction de produire, interdiction de concevoir, interdiction de fabriquer, interdiction d'acheter, interdiction d'entreposer. Vous avez actuellement 65% des États de la planète qui sont dans des zones exemptes d'armes nucléaires. Ça concerne toute l'Amérique latine et centrale, ça concerne tout le Pacifique Sud, ça concerne toute l'Asie du Sud-Est, toute l'Afrique. Et ça, c'est des États qui ont décidé de renoncer à l'arme nucléaire, dans un premier temps, de construire des systèmes de sécurité collective ensemble, en donnant des garanties aux uns aux autres. Mais franchement, est-ce que tous ces États, vous croyez qu'ils sont tous copains-copains? Ben, pas obligatoirement. Vous avez des États avec des régimes politiques très différents. Ça ne veut pas dire que ces États, ils n'ont pas des différends entre eux. Sauf qu'ils décident de ne pas utiliser l'arme atomique l'un contre l'autre. Et il y a une situation qui est un peu particulière, qui est la Mongolie. La Mongolie qui n'est pas une zone exempte d'armes nucléaires, qui est un pays qui a décidé d'être tout seul une zone, et donc qui a signé des accords avec toutes les puissances nucléaires. Franchement, la Mongolie aujourd'hui, c'est l'État le plus puissant de la planète, vous le savez. Hein, voilà. Donc franchement, si la Mongolie, coincée entre la Chine, l'Union soviétique, pas loin du Pakistan, de l'Inde, est capable de développer des accords bilatéraux avec l'ensemble des puissances nucléaires, pourquoi ce ne serait pas possible pour tous les pays de la planète? C'est bien une volonté politique. Donc ces ZEAN, elles sont utiles au désarmement. Il y a 2 ZEAN qui devraient voir le jour. La première, elle a déjà été décidée, mais ça n'avance pas, c'est le Proche et Moyen-Orient. Et c'est l'Iran qui, dès 1971, a fait cette proposition d'une zone exempte, non pas d'armes nucléaires, mais de toutes les zones, de toutes les armes de destruction massive. C'est-à-dire y compris armes chimiques, armes biologiques et tout ça. Et aujourd'hui, ceux qui bloquent, évidemment, c'est pas l'Iran, c'est Israël. Et le deuxième enjeu politique pour nous, c'est l'Europe. Puisque l'Europe, quelle est la plus grande puissance nucléaire en Europe, si on enlève la Russie? C'est les États-Unis. Il y a plus d'armes atomiques sur les bases américaines de l'OTAN, dans les 6 pays européens qui accueillent des bases de l'OTAN avec des armes nucléaires, que des armes nucléaires françaises. Et ces armes nucléaires, il y en a un certain nombre qui sont assez proches de l'Ukraine. Alors, donc, on va finir avec le dernier né, qui est le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on était à l'ONU, en 2005, pour la conférence d'examen du TNP en 2005, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça n'avançait pas. Et nous, les ONG, on en avait ras-le-bol de ces négociations de bonne foi à une date rapprochée, qui n'arrivait jamais.
Donc on a dit, on avait déjà des coalitions internationales qui existaient, il y avait le réseau de l'abolition 2000, il y a le Conseil mondial de la paix, il y a le Bureau international de la paix. On s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose de nouveau. Et donc on a créé la campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire. Donc en anglais c'est ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Donc c'était à la conférence à Vienne en 2007. Et on a commencé à travailler sur une convention d'élimination des armes nucléaires. Donc dans mon bouquin, il y a tout le détail de cette convention. Et quand je dis on, c'était qui? C'était des dirigeants d'organisations pacifistes. Donc à l'époque, moi je présidais le mouvement de la paix en France. Des médecins, des avocats, des juristes, des diplomates. Voilà, des gens de plein de sphères. Et on s'est mis à imaginer que pourrait être un traité. Enfin, au début, c'était une convention d'interdiction, puis un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et on a réussi à convaincre des États de financer des études, d'organiser des conférences. Et tout ça, ça a commencé en 2007. Et ça a abouti, 10 ans après, à l'adoption à l'ONU du traité d'interdiction des armes nucléaires. Et bien moi, je peux vous dire qu'à Vienne, en 2007, on était 15 du mouvement de la paix en délégation. Je ne m'imaginais pas que 10 ans après, on allait gagner une victoire historique avec un traité d'interdiction et qu'en plus, du coup, on nous accorderait le prix Nobel de la paix quelques mois après. Alors, ce Tian, ce qui est très important, c'est que dans son article 1, il engage chaque partie à ne jamais et en aucune circonstance mettre au point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir des armes nucléaires ou autres dispositifs. Chose qui n'existe pas dans le traité de non-prolifération. Vous avez tendance des fois, enfin pas vous, hein, mais il y a tendance des fois à opposer le TNP et le TIAN. En fait, le TIAN n'est pas contre le TNP. Le TIAN vient compléter le fait que les puissances nucléaires n'ont jamais appliqué leur partie du traité de non-prolifération. Et donc, dans ce TIAN, on s'engage à ne rien faire, et surtout, regardez, la dernière ligne, à ne jamais employer ni menacer d'employer. C'est-à-dire qu'avec le TIAN, la dissuasion devient caduque. C'est-à-dire le fait de menacer quelqu'un avec une arme atomique, c'est contraire à la loi internationale. Dans le préambule, il y a des mentions très importantes, c'est la reconnaissance des conséquences humanitaires, chose qui pour l'instant n'était jamais faite, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez la Croix-Rouge qui est engagée avec nous dans la campagne internationale, ce qui n'est pas rien, parce que la Croix-Rouge, elle dit, mais de toute manière, en cas de guerre nucléaire, nous, on ne pourra pas répondre à toutes les obligations que l'on a sur les champs de bataille. Vous savez, s'il y a une bombe atomique qui pète sur Nice, c'est pas la peine d'appeler votre médecin, il sera dans le même état que vous. C'est ça qui fait que la Croix-Rouge, elle s'est engagée à nos côtés, alors que d'habitude, c'est un organisme qui ne prend pas des positions qui pourraient donner l'impression d'être des positions d'ordre politique. Voilà, donc c'est le fait de reconnaître que toute arme nucléaire est contraire au droit international applicable dans les conflits, c'est la reconnaissance des souffrances des Hibakusha. Voilà, c'est tout ça, et l'importance de l'éducation à la paix et au désarmement, qui pour la première fois intègre un traité d'interdiction. Donc vous comprenez pourquoi on est assez fiers et assez battants pour faire connaître ce TIAN. Alors évidemment, il y a la question des neufs, qui aujourd'hui ont toujours l'arme nucléaire, et pour l'instant ne sont pas signataires du TIAN. Évidemment, le TIAN. Aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de pays qui ont ratifié. On en a une centaine qui l'ont signé, on en a 60 qui l'ont ratifié. Vous allez me dire, bah non, on n'est pas encore au 193. Bah oui, évidemment. Vous savez, le TNP, tout le monde ne l'a pas signé du premier coup. Il faut du temps. Le TIAN, il est rentré en vigueur, ça fait 15 mois. Il est rentré en vigueur le 21 janvier 2011. 21, qu'est-ce que j'ai dit 2021, pardon. 21 janvier 2021. Après que 50 États l'aient ratifié. C'était ça la condition. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé du TICE. Pour que le TICE entre en application, il faut qu'il y ait une liste de 42 États qui le ratifient. Il manque toujours la Chine et les États-Unis.
Pour le TIAN, il fallait que 50 États les ratifient, et 90 jours après le 50e État, le traité devenait opérationnel. Donc c'est le cas, et actuellement, on agit tous les uns les autres pour augmenter le nombre d'États. Donc je vous dis, on est à 59. Hein. Et donc, quid des pays qui ont actuellement l'arme nucléaire? Donc ceux-là, ils vont avoir deux choix. Le premier choix, c'est soit ils adhèrent au TIAN, et après ils détruisent leurs armes nucléaires, et dans ces cas-là, il y aura un plan d'action qui sera mis en œuvre avec les pays partis au traité, ou alors, l'inverse, commencer par détruire les armes, et adhérer au TIAN. Pour le traité de non-prolifération nucléaire, les 4 États, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord, qui ont fait des armes nucléaires après l'entrée en vigueur du traité de non-prolifération, le seul moyen qu'ils ont pour devenir membres du TNP, c'est d'éliminer leurs armes nucléaires, parce qu'ils ne peuvent pas devenir membres du TNP comme État nucléaire, parce que pour le faire, il fallait avoir fait des essais nucléaires avant le 1er juillet 1967, donc c'est trop tard maintenant, de parvenir en arrière. Donc en fait, eux ne peuvent pas devenir membres du TNP. Donc le TNP ne sera jamais universel. Alors que le TIAN, comme il prévoit qu'on puisse adhérer tout en ayant des armes nucléaires et les détruire après, avec un système de destruction en accord avec les signataires, c'est possible pour tous ces États. Voilà. J'arrête là. Avec la conclusion, c'est toujours important la conclusion. Hein. Donc pour moi, ma conclusion ici, aujourd'hui, c'est que c'est par la mobilisation des opinions publiques et par la négociation des États qu'on parviendra très bientôt à éliminer les armes nucléaires et sans doute un jour à éliminer la guerre comme mode de rapport entre les hommes. Vous vous souvenez peut-être pas, mais en 2009, Barack Obama, à Prague, avait fait un gros discours, un grand discours, dans lequel il appelait à l'élimination des armes nucléaires, en disant « mais je le verrai peut-être pas de mon vivant ». Et je me rappelle que nous, à ce moment-là, au moment de la paix, on disait ah bah, il faut faire mentir Obama. En tout cas, moi, personnellement, hein, j'ai pas envie de laisser à mes enfants et petits-enfants une planète avec des armes nucléaires. Je veux que de mon vivant, les armes nucléaires soient bannies. Pas que du mien, j'espère du vôtre aussi. Et là, grâce au TIAN, hein, je suis persuadé, moi j'ai pas 60 ans, hein, je suis persuadé que oui, je peux voir l'élimination des armes nucléaires de mon vivant. L'élimination de la guerre, peut-être que ça sera plus difficile, hein, mais tant qu'il y aura des armes nucléaires, il y aura des guerres. Parce que l'arme nucléaire n'est pas une arme de dissuasion. L'arme nucléaire est une arme de domination. Et ceux qui font les guerres, c'est ceux qui ont l'arme nucléaire, justement. Parce que oui, l'arme nucléaire dissuade les autres de venir les enquiquiner sur leur propre terrain. Certes, donc dans ce contexte-là, c'est une arme de dissuasion. Et c'est une arme de dissuasion pour les riches, c'est une arme de dissuasion pour les forts. Mais pour un monde solidaire et égalitaire, c'est une arme de destruction. Parce que c'est une arme de domination. C'est les puissants du monde qui dominent les autres. Comme par hasard, c'est les 5 puissances nucléaires qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les 5 plus gros vendeurs d'armes au monde. Donc aujourd'hui, agir pour l'élimination des armes nucléaires, c'est agir pour un monde plus égalitaire et plus solidaire. Et moi, c'est ça que je vous invite à faire. Donc actuellement, nous, on mène une campagne, tout un tas d'organisations, hein, pas que le mouvement de la paix, pour que la France, bien évidemment, signe le TIAN. Mais ce qu'on demande dans l'immédiat, pour les 2 mois qui viennent, c'est que la France, elle participe à la première conférence des États partis au TIAN. C'est-à-dire que va se réunir à Vienne du 21 au 23 juin la conférence de tous les États qui sont membres du TIAN. L'Allemagne a décidé d'y aller comme État observateur. La Suisse va y aller comme État observateur. L'Autriche est signataire du TIAN. On essaye de convaincre le Vatican de manière a été le premier État signataire du TIAN. C'est Monaco qu'on essaye de convaincre aussi d'y aller. Hein. Je ne vous dis pas si on arrive, parce que Monaco est membre de l'ONU. Si on arrive à convaincre Monaco et ICANN, on a rencontré comment il s'appelle
le prince, je ne sais plus lequel, Albert, pour que Monaco soit signataire, ça serait une bonne caillasse dans la chaussure du prochain ou de la prochaine présidente de la République. Voilà. Donc actuellement, on fait signer une pétition que vous trouvez en allant sur le site de ICANN France, www.icannfrance.fr, pour demander que la France participe au moins comme État observateur à la première conférence du TNP. Voilà, du TIAN. Et dernière chose, je vous ai parlé plusieurs fois, alors ça c'est un clin d'œil à mes amis des Alpes-Maritimes, c'est la dernière manifestation devant la base militaire de Istres, parce que vous ici vous avez la chance, vous n'êtes pas loin de Istres. À Istres, il y a presque toutes les armes nucléaires qui sont dans les avions. Hein. Si vous croyez dormir tranquille, vous n'y êtes pas, hein, elles sont prêtes à l'emploi. Et surtout, je voulais vous faire partager la médaille du prix Nobel de la paix, hein, parce que c'est pas tout le temps. Et cette médaille, elle a été attribuée à la campagne ICANN, donc elle a été attribuée aux 450 organisations qui la composent, donc elle a été attribuée à des millions et des millions, voire des milliards de citoyens du monde, et donc vous pouvez vous considérer comme co-récipiendaire du prix Nobel de la paix. En tout cas, je veux le partager avec vous. Merci. Voilà. Bon, on vous remercie de cet exposé. Donc, les personnes qui veulent prendre la parole... Il y a 2 micros. Ah ben celui-là, ils l'ont pas allumé. Bon, ben, je vais garder celui-là. Non. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais juste raconter 2 anecdotes que j'ai apprises par mes lectures. Vous entendez? Ah, le micro. Oui, juste 2 anecdotes que j'ai apprises par mes lectures. Nagasaki et Hiroshima auraient été choisis parce que c'était les 2 archevêchés catholiques de l'Extrême-Orient. Et il y a une autre anecdote dont j'ai appris par un pasteur protestant à qui je peux aller un meuble. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a un verset où il est écrit ceci: quand l'étoile d'absinthe, parce que je suis allé vérifier là, sur brillera, un tiers des eaux sera empoisonné, un tiers de la terre, un tiers du ciel. Point à la ligne, la fin du monde se rapproche. Alors, étoile d'absinthe en ukrainien, ça se dit Tchernobyl. Voilà. Bonsoir. J'ai eu le bonheur à Montréal d'enseigner le cours d'éthique et culture religieuse et donc d'éduquer à la paix et de cofonder le réseau québécois des artisans de paix qui regroupait les 40 organisations pacifistes présentes au Canada et à Montréal en particulier. Mais je voulais savoir, en France, comment vous... Ce cours n'existe pas en France, il existe au Québec, en Belgique francophone, en Suisse francophone. Comment s'éduquent à la paix les jeunes? D'autres personnes? Oui. Bonsoir. J'ai entendu parler, justement, en dehors de l'arme nucléaire, la bombe, ce sont les armes classiques qui peuvent tirer des charges nucléaires qui sont extrêmement nocives pour l'environnement et pour les populations et qui laisseraient des zones complètes hors utilisation future. Voilà. Je voulais savoir ce qu'il en était de ces armes-là. Moi, je voulais poser une question parce qu'on me la pose et j'ai besoin que tu m'aides pour y répondre. À propos du Tian et des 9 États propriétaires, enfin, qui possèdent la bombe, quels sont, puisque j'arrête pas de dire autour de moi que ces 9 pays sont dans l'illégalité,
Et on me dit, oui, mais c'est bien beau, le TIAN a été mis en vigueur, mais quels sont les moyens de pression? Parce que tu as dit à la fin, pour rejoindre, ils peuvent adhérer au TIAN, détruire dans un sens ou dans l'autre. Mais dans l'optique où on voit bien actuellement que les 9, ça leur a rien, ni fait ni chaud ni froid, le fait que le TIAN était entré en vigueur, on me demande plus précisément comment on peut agir sur ces 9 pays, sur 9 États. Voilà, c'est ça, je ne sais pas quoi répondre. Voilà. Peut-être la réponse de ces premières questions. On commence. Oui. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire religieuse, donc je ne sais pas du tout l'état des forces religieuses d'Hiroshima et Nagasaki. Ce que je sais par contre, c'est que Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été choisis au hasard en termes militaires et géographiques. Si vous allez à Nagasaki, alors il y a un musée de la paix à Hiroshima, un musée de la paix à Nagasaki. Celui d'Hiroshima est beaucoup lié à la bombe, il est très émotionnel, ils sont très bien faits tous les deux, mais ils sont très très différents. Et celui de Nagasaki est beaucoup plus politique, j'ai envie de dire. Il est beaucoup plus lié à l'histoire, aux explications. Et on apprend en fait que durant toute la guerre, les Américains, les militaires des USA, hein, donc je vais dire les Américains pour aller plus vite, mais vous comprenez que c'est pas les Indiens, c'est pas... Hein, en fait, avaient épargné une dizaine de sites, hein, pour tester une nouvelle arme, la bombe atomique. Rapidement. Il faut quand même se rappeler que comment on est venu à la bombe atomique? On est venu à la bombe atomique parce que en Allemagne, il y a un certain nombre de scientifiques physiciens, notamment avec Einstein, avec l'avènement du Reich, qui ont su qu'un des objectifs d'Hitler était de développer une nouvelle bombe, une nouvelle arme. Voilà. Évidemment, ça a inquiété tout le monde. Beaucoup de ces scientifiques ont immigré en Grande-Bretagne et ont convaincu le gouvernement de Grande-Bretagne de développer des recherches pour prendre Hitler de vitesse. Quand il y a eu les inquiétudes de débarquement allemand en Grande-Bretagne, on a fait migrer tous les laboratoires, les chercheurs aux États-Unis. Et dans le plus grand secret, les États-Unis ont développé ce qu'on appelait le projet Manhattan. Le projet Manhattan qui avait pour objectif donc de poursuivre les recherches. On a su dès 42-43 que en fait, Hitler était incapable de développer la nouvelle arme auquel on pensait, et donc Hitler n'aurait pas la bombe atomique. Et à ce moment-là, on aurait pu arrêter la bombe atomique. En fait, si on regarde bien dans l'histoire, plusieurs fois on aurait pu arrêter la bombe atomique. Hein. Sauf que, en fait, cette bombe atomique, pour laquelle les Américains avaient tout fait en secret, et avaient débloqué énormément d'argent, il fallait bien à un moment donné qu'on justifie auprès de l'opinion publique qu'on construise des armes et pas des hôpitaux. Hein. Et donc il fallait l'utiliser. Et donc au Japon, il y avait eu 10 cibles de prévues pour lesquelles il n'y avait pas eu de bombardement d'armes classiques. Et au fur et à mesure qu'on décidait que, par exemple, Tokyo aurait pu être une cible, Tokyo a été épargné. Et puis quand on a dit que Tokyo serait plus la cible de la nouvelle arme, Tokyo a été bombardée. Et donc petit à petit, toutes les grandes villes ont fini par être bombardées, hormis Hiroshima et Nagasaki. Et Hiroshima et Nagasaki, alors bon, moi j'ai eu la chance, de par mes responsabilités, d'y aller, donc j'y suis allé 4 fois à Hiroshima et 3 fois à Nagasaki. Alors déjà quand on revient de là, déjà on a mal au ventre tout le temps, et on se dit mais quand même nos dirigeants on les laisse dormir bien tranquilles, hein, parce que quand on voit ce que ça fait, hein, moi la première fois, j'avais 30 ans, on m'a emmené dans un hôpital voir des Hibakusha. Je peux vous dire que vous sortez de là, vous dites non mais c'est pas possible de laisser ces bombes exister quoi. Voilà, il faut à tout prix agir. Voilà. C'est pour ça qu'en 2005, je suis parti là-bas avec 100 jeunes, hein, et quand on est revenu, ils étaient bien contents d'avoir trouvé du sens à leur action. Hein.
Je viendrai là-dessus par rapport à la question du monsieur sur comment on éduque les jeunes. Et donc en fait, Hiroshima est un delta. Hein, c'est une zone qui est très très plate, hein, c'est au bord de la mer, et avec des montagnes, donc c'est très plat, et des montagnes assez abruptes. Et Nagasaki, c'est aussi au bord de la mer, mais c'est une vallée, c'est un creux de vallée. Hein. Et donc c'est des caractéristiques géographiques, géologiques radicalement différentes. Et on avait besoin de tester cette arme dans ces deux endroits pour pouvoir justement voir quelle était la différence du relief sur la réaction. Et en plus de ça, on a testé deux bombes différentes. Hein. Hiroshima, c'était l'uranium, et Nagasaki, c'était le plutonium. L'uranium, tout à l'heure, je vous ai parlé des 15 kilos, enfin, ou 25, ça dépend, de la masse critique. L'uranium, c'est beaucoup moins, hein, c'est 8 ou 9 kilos. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on affirme que Hiroshima et Nagasaki ont bien servi de cobayes, et que les gouvernements de l'époque ont une responsabilité morale et éthique grave. Grave. Alors, ensuite, comment on éduque à la paix? Ah, bonne question. Bonne question. Il y a énormément de gens qui font de l'éducation à la paix, à des degrés divers. Je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle. Après, il y a des responsabilités des institutions, les communes, les conseils départementaux, enfin les collectivités locales, hein, l'éducation nationale. Bon, moi je travaille dans l'éducation nationale. En ce moment, je ne sais pas s'il y a des gens de l'éducation nationale dans la salle, sans doute quelques-uns, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais ce qui est à la mode, c'est le développement durable. De partout où vous allez, c'est développement durable, matin, midi et soir. Des fois même au 4e repas. Ça, c'est pour les éducateurs. Voilà. Mais le développement durable, c'est pas que la collecte des déchets et planter des fleurs dans la cour de l'école en enlevant le bitume pour mettre des arbres. Le développement durable, c'est les ODD, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont dans la plupart des établissements scolaires maintenant, qui sont dans toutes les inspections académiques. Donc le développement durable, c'est l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Le développement durable, c'est la question des mobilités. Le développement durable, c'est la question des relations internationales équilibrées et de la paix. C'est le numéro 15. Donc quand vous arrivez avec votre tableau du développement durable dans n'importe quel établissement scolaire, et que vous décidez de développer des projets pour le développement durable, eh ben, toutes les questions liées à la paix et à la non-violence sont naturellement dans les actions qui peuvent être menées. En tout cas, moi, c'est le discours que je tiens là où je suis, et c'est ce que je fais dans mon établissement. Moi, de partout où je passe, le 21 septembre, il y a toujours des choses pour la Journée internationale de la paix, et quand vous proposez à des enseignants de faire des actions pour la Journée internationale de la paix de l'ONU le 21 septembre, ça apparaît naturel. Évidemment, si vous arrivez avec vos gros sabots, en disant oui, nous on est le mouvement de la paix, ou nous on est le mouvement pour l'alternative non violente, ou nous on est le réseau sortir du nucléaire, ou nous on est la Ligue des droits de l'homme, ou Amnesty International, et on doit pouvoir parler aux jeunes, bah là évidemment on va vous renvoyer vos gros sabots. Parce que le but de l'école n'est pas un lieu de prosélytisme pour qui que ce soit, même pour les pacifistes. Par contre, l'école est un lieu d'éducation à la paix, à la culture de la paix et à la non-violence, et il faut que vous soyez vus comme des partenaires de l'école, et que dans les écoles, on puisse faire appel à vous pour des projets. Mais les enseignants eux-mêmes, ils ont plein d'idées, enfin les enseignants au sens large. Hein. Dans tous les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle le CESC, le Centre d'éducation, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui est souvent piloté par les adjoints, et dans lequel les infirmières, les assistants sociaux sont en général assez impliqués. Mais avec le CESC, on peut faire plein de choses. Donc, dans l'éducation à la paix, moi je crois qu'il faut aborder la paix comme quelque chose de naturel et de normal. Ça peut être par des projets éducatifs, ça peut être par des voyages scolaires. Moi
moi, quand j'étais président du mouvement de la paix, j'organisais des grosses délégations de jeunes à Hiroshima, à l'ONU à New York, à l'ONU à Genève, à Vienne, parce que je pense que les jeunes, les emmener sur des lieux de mémoire, c'est aussi, on gagne énormément de temps, hein, mais on n'est pas obligé d'aller à Hiroshima pour ça. On peut aller à Oradour-sur-Glane, on peut aller autour de chez vous, il y a les Milles, oui, il y a plein de lieux. Moi, j'habite à Gap. Une classe de 3e techno d'un lycée professionnel, ils sont allés défricher la stèle de Paul Hérault, qui était le chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça, c'est un projet pacifiste. Donc moi je pense que ce qui manque en France, c'est de considérer que la paix c'est sérieux. Et que ça peut être porté par des jeunes. En général, on vous parle de guerre, et pour avoir de la légitimité pour parler de la guerre, il faut être un vieux monsieur aux cheveux blancs. Si vous ne correspondez pas à ça, on ne vous considère pas légitime. Alors moi, mes cheveux sont de plus en plus blancs, et je prends de l'âge chaque année. Hein. Mais au début, je peux vous dire que moi, j'ai pris la présidence du mouvement de la paix, j'avais pas 40 ans. Au début, on nous prenait un peu avec Ariel pour des petits guignols. Parce que pour être sérieux, il fallait avoir connu la guerre. Eh ben non, moi j'ai pas envie de connaître la guerre. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut revendiquer cette idée qu'on peut parler de la paix. Et la paix, c'est les droits humains. La paix, c'est l'égalité. La paix, c'est comment chacun se développe sans avoir besoin d'écraser les autres. C'est le droit au logement, c'est le droit à l'emploi, c'est le droit à la culture, c'est l'accès à une nourriture saine. C'est tout ça la culture de la paix. Les objectifs de développement durable, c'est ça la culture de la paix. Vous prenez le programme Culture de la paix de l'ONU, vous vous présentez à la présidence de la République avec ça. Vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, il y en a qui ont pris certaines parties du programme. Hein, voilà. Alors, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit, madame. Simplement, ce que je peux dire, c'est que, oui, une arme nucléaire, c'est un petit truc. C'est pas très gros. Mais pour la transporter, l'arme nucléaire, il faut un vecteur. Et ce vecteur, c'est un missile. Un missile, on n'y met pas obligatoirement des armes nucléaires. Quand vous entendez « Ah, l'Iran a fait tirer un missile !» Bah oui, et alors, l'Iran a fait tirer un missile. Bah, les États-Unis tirent des missiles tous les jours. La France tire des missiles. Mais qu'est-ce qu'on met dans un missile? C'est un peu comme si le missile, c'était votre fusil. Et l'arme nucléaire, c'est la cartouche. Donc il y a des missiles nucléaires dans lesquels on met des têtes nucléaires, et il y a des missiles qui sont pas nucléaires, dans lesquels on met d'autres types d'armes, qui sont pas obligatoirement meilleures, hein, entre nous. Et ce que se prennent les Ukrainiens sur la tête en ce moment, c'est pas des missiles nucléaires, mais c'est des missiles quand même. Voilà. Ce que vous devez savoir, et là vous pouvez être fiers, hein, vous qui croisez M. Ciotti, des fois, hein, il faut lui dire qu'il peut être fier d'être français, c'est que c'est la France qui aujourd'hui a le meilleur système de missiles nucléaires. Nos missiles M51, parce que c'est des missiles, ils ont développé la portée de 4000 à 10 000 km. Les Russes, c'est du pipi de chat à côté. Hein. Les Russes, c'est nul ce qu'ils ont. Hein. Les Américains, c'est pareil. Hein. Nous, c'est 10 000 km et on a des missiles Mirvé. C'est-à-dire que eux, quand ils explosent, il y a 6 têtes nucléaires qui partent d'un coup et on peut toucher 6 villes en Chine. Alors que les autres, ils sont incapables de toucher Paris et Marseille en même temps. Alors que nous, on est capable de toucher Shanghai, Pékin. Ouais. Je le dis sur le ton, c'est pas de l'humour, c'est du cynisme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la France, on a 300 têtes nucléaires. C'est rien à côté des Américains et des Russes. Hein, les Russes en ont 7-8 000, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est de cet ordre-là, 5-6 000, et les Américains un petit peu moins. Mais on s'en fout de manière. On s'en fout, ça sert à rien d'avoir des milliers. Avec quelques têtes nucléaires, vous faites un hiver nucléaire et c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà on pourrait largement diminuer la menace, même en gardant leur tête, ils en garderaient 300 chacun, dans un premier temps déjà,
Ça ferait des économies phénoménales. Alors, sur le Tian, franchement, comment vous faites pour que la retraite, elle passe pas à 65 ans? Non mais, comment vous faites? C'est pas facile, hein? Ben, c'est pas plus facile que de convaincre la France d'éliminer son arme nucléaire. Tous les combats que vous avez à mener, c'est toujours une question de conviction des gens qui sont autour de nous. C'est une question de confiance dans sa capacité de gagner. Et c'est une question de rapport de force. Mais le rapport de force, il n'est pas obligatoirement violent. Le rapport de force, c'est de la conviction. Dans un couple, il y en a un qui veut aller aux Maldives et l'autre qui veut aller aux Bahamas. Là, vous discutez entre vous. Vous n'allez pas sortir le couteau de cuisine comme j'ai dit tout à l'heure. Mais à un moment donné, il y a une force de conviction. Entre guillemets, c'est un rapport de force. Le choix, ça va être, je sais pas, ça va être ce que ça coûte. Le choix, ça va être la météo. Le choix, ça va être... voilà. Et ben, pour le Tian, c'est pareil. C'est-à-dire que n'acceptons pas tous ces gens qui deviennent des spécialistes de tout et qui en fait sont des faiseurs de démoralisation générale. Aujourd'hui, bien évidemment, la France, elle n'est pas signataire du Tian. Donc évidemment qu'elle ne se sent pas engagée par le contenu. Moi je vais voir Macron, je vais lui dire la France, elle est dans l'illégalité avec le Tian, avec ses armes nucléaires. Il va rigoler. Il va rigoler. Voilà. Par contre, si moi j'y crois, si on fait signer des tonnes et des tonnes de pétitions, le 21 juin, là, le 21 juin, le jour où va s'ouvrir la conférence d'examen, la première conférence d'examen du Tian, mais si on fait des rassemblements devant toutes les préfectures, en disant que nous, on veut que la France, elle y aille là-bas, au moins pour observer, déjà pour observer, mais franchement, ça coûte quoi d'envoyer un diplomate là-bas? Ça coûte quoi? Si ce n'est de faire acte de bonne volonté. Ça ne coûte rien. Hein? C'est-à-dire que toutes les victoires, elles sont faites de petits pas. Et avant qu'on gagne quelque chose de ferme et définitif, vous croyez que l'abolition de l'esclavage, c'est arrivé du jour au lendemain? C'est toujours pas arrivé. Si. Non. Si. L'esclavage est aboli. L'esclavage est interdit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'esclaves. Mais ça veut dire simplement que l'esclavage n'est plus reconnu comme un mode normal de relation entre les gens. Donc quelqu'un qui aujourd'hui exploite un esclave indûment, on peut porter plainte. Il y a des lois. Voilà, c'est en ce sens-là. Voilà. Mais aujourd'hui, qui en France va défendre l'esclavage? Et pourtant, il y a des gens qui arrivent en France, on leur pique leur passeport, et ils sont esclaves. Ça existe encore en France. Hein? La guillotine, la peine de mort. Il y a encore des pays pour qui la peine de mort c'est normal. Et en France, la peine de mort c'est interdit. Eh bien, il faut qu'avec l'arme nucléaire, on arrive à faire le même mouvement international qu'on a fait pour la peine de mort. Donc c'est de la force de conviction qu'il faut avoir. Ce que je voulais dire, il y a d'autres... c'est juste parce que quand tu as parlé d'éducation nationale, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais depuis très peu de temps, à l'intérieur des établissements scolaires, il y a le SNU. Donc il y a des militaires qui viennent dans les établissements scolaires et qui font, normalement c'était dans des casernes en dehors et tout, c'est pendant le temps scolaire, ils parlent donc du service national universel. Donc c'est une parole guerrière, une éducation à la guerre, au lieu de, alors que l'établissement, comme tu as dit, aurait dû faire l'éducation à la paix. Voilà. Moi, dans mon collège, quand les mails ils arrivent, je les efface. Voilà. Malheureusement, nous sommes tenus par l'heure. On est obligé de terminer notre conférence. Je vous remercie. Le débat, il va se prolonger. Hein, comme vous a dit Pierre, c'est un travail de longue haleine, mais il faut se mobiliser. Donc, je vous rappelle la prochaine conférence, donc le
le jeudi 12 mai, Les exilés politiques de Nice par Véronique Touraine.